C'est très varié, il y a vraiment plein de moments. Moi, je suis heureuse quand je suis les mains dans la terre, clairement, je me sens bien. Mais je suis vraiment heureuse quand je vois qu'il découvre le panier. Je suis aussi heureuse en fait d'avoir un groupe humain aussi investi autour de nous. Il est évident qu'en fait, produire des légumes sans cet entourage bienveillant, ça n'a pas du tout la même tonalité. Donc ça, c'est parmi les choses les plus importantes et les plus réjouissantes. Donc ça fait partie des bonheurs principaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. J'ai l'impression que c'est dans mon rayon de 5 km que je suis le plus efficace et le plus utile. Donc moi j'ai envie de dire, déjà, parlez à votre voisin et essayez de lui demander où est-ce qu'il prend ses légumes. C'est la première des intentions finalement. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast ou sur les autres applications. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Émergence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jeanne, maraîchère de l'AMAP de Biganos sur le bassin d'Arcachon. Bonjour Jeanne. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Jeanne Duprat, j'habite Biganos et j'ai créé à Biganos un jardin qui s'appelle le Petit Panier Bio, ainsi qu'une AMAP qui s'appelle l'AMAP Cœur Bassin. Les deux sont intimement liés et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mon parcours, il est pas linéaire. Moi, je suis plutôt un profil littéraire à la base et j'ai fait des études en anglais. Et tout ça m'a porté à nouveau vers le littéraire et dans une maison d'édition qui fait des monographies sur les villes du Sud-Ouest, des livres en gros régionalistes. Et c'est un endroit où j'ai été secrétaire d'édition et maquettiste. J'y ai passé 13 ans de ma vie et je me suis régalée, c'était vraiment très bien. Mais à côté de ça, avec mon mari, on a toujours fait un jardin et on a toujours essayé d'aller un peu plus loin dans notre découverte de la production des légumes. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que cette production de légumes, elle était dominante dans notre vie. On y passait beaucoup de temps, on y mettait énormément de cœur et on s'y fatiguait, hein, clairement. Donc quand on a vu que les proportions s'inversaient et qu'on aurait bien passé plus de temps dans le jardin que dans un bureau, on a commencé à réfléchir à cette idée. Au démarrage, c'était plutôt Arnaud, mon mari, qui devait s'y lancer, mais la conjoncture vis-à-vis du travail était moins favorable. Et pour moi, le chemin s'est tracé un peu plus facilement parce que j'ai bénéficié d'un licenciement économique, l'entreprise ayant des difficultés à ce moment-là. Donc j'ai demandé un congé de formation. Ça a été négocié avec mon départ, qui a été accepté. Et je suis donc partie faire une formation d'1 an à côté de Périgueux, à Coulogné-Chamiers, faire un BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, spécialisé en maraîchage bio. Donc je suis rentrée en fait dans le monde du professionnel du jardin et c'est vrai que c'était une autre dimension par rapport à ce qu'on faisait déjà, mais je m'y retrouvais parce que c'était quand même une formation qui accueillait beaucoup de projets sur micro-surface. Suite à ça, j'ai fait des stages et ensuite on s'est lancé sur un terrain qu'on avait déjà avec Arnaud, qui était un terrain dans un cadre forestier, dans Biganos, pas très loin de là où on habite. Et tout ça, en fait, c'était début 2015. Donc, le premier piquet de clôture a été mis en fin 2014. On a terminé début 2015 et on s'est lancé dans la foulée. On a créé l'entreprise en mai et la MAP en juin. Voilà. Donc, aujourd'hui, on produit une quarantaine de légumes diversifiés sur toute l'année. On sert 40 paniers d'AMAP. Et sur notre lieu aussi de vie, on accueille les petits événements liés à la MAP en général. On va revenir sur la MAP tout de suite, mais ouais. Juste avant, est-ce que tu pourrais donner des retours sur des gens qui aimeraient faire des transitions comme tu as fait ? Qu'est-ce qui a été dur ? Qu'est-ce qui a été simple ? Comment tu as été accompagnée ? Ouais, c'est vrai que quand on s'est lancé, je voyais dans le regard des gens quand j'en discutais qu'il y avait
qu'il y avait pour beaucoup de gens en fait une terrible envie de le faire. Mais c'était flagrant, hein. Il y avait beaucoup de discussions, mais comment t'as réussi, comment t'as fait, où t'as trouvé le courage et comment ça s'est passé techniquement, comment on le fait. Et c'est vrai que je me rendais compte qu'il y avait peu de soutien à ce niveau-là, que les gens étaient un peu perdus et manquaient d'informations, bien sûr, mais aussi avaient parfois du mal à déclencher parce que le contexte n'était pas favorable. C'est vrai que je reconnais que nous, on a attendu que ce contexte soit favorable pour le faire, parce que sinon, la prise de risque est importante. Nous, on n'était pas juste 2 personnes à se lancer. On avait une famille et des crédits, comme tout le monde, donc quand même une responsabilité financière et du coup, un coût à assurer. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour ceux qui ont envie de se lancer, prendre le temps de bien se renseigner, aller voir les gens qui font, aller voir les gens qui ont passé le cap, discuter avec eux, parce que dans chaque domaine, il y a des formations spécifiques et dans chaque domaine, évidemment, il y a des chemins à plus ou moins longs, plus ou moins faciles. Donc, prendre des renseignements auprès d'eux. Ensuite, franchir le cap psychologique de je prends un risque. Oui, on prend un risque et je pense qu'il faut l'assumer. Et à ce moment-là, commencer à évaluer les possibles sans avoir peur. Essayer de franchir cette barrière et s'armer d'une formation. Honnêtement, moi, de ce que j'ai vu autour de moi, les gens qui se sont lancés en maraîchage juste dans le prolongement d'une expérience jardin, ont eu un parcours plus chaotique. C'est vrai que de passer par la case formation, on repart à zéro, on se met aussi un peu en danger parce que c'est pas évident, on repart sur un terrain où on est neuf, il faut faire ses preuves, alors que les acquis dans d'autres domaines sont là. Mais je pense que c'est quand même important. Même si des fois on a l'impression de perdre son temps. Moi, il y a eu des matières en fait où je m'ennuyais. J'étais loin de ma famille. Je devais faire garder mes enfants. C'était pas évident. Mais quelque part, on apprend toujours, quoi. Donc, dans ce moment de transition, on n'est jamais confort. On se met un peu à nu. On se met en danger aussi financièrement un petit peu. Mais ce temps, il est nécessaire parce qu'en plus, il aide à la maturation du projet. Donc pendant tout ce temps où on est en formation, on réfléchit à ce que va être finalement notre projet. Et souvent, en plus, il dévie un peu de sa trajectoire de départ, forcément, parce qu'on fait des rencontres, parce que voilà. Donc voilà, je dirais ça, se rapprocher des gens qui ont passé le cap, se former, prendre le temps de réfléchir et d'avoir du recul, mais surtout, y aller, quoi. Maintenant, on va revenir sur l'AMAP. Tu en as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux redéfinir ce que c'est une AMAP ? Oui, c'est vrai que les gens entendent souvent cette abréviation sans comprendre ce qu'il y a derrière. Ils ont une idée en fait que ça consiste à prendre des paniers, mais c'est vraiment pas que ça. AMAP, c'est le diminutif de Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Ça veut dire que c'est une association qui va œuvrer pour faire en sorte que les petits paysans existent et soient sécurisés au niveau salaire et au niveau existence. Ça veut dire qu'adhérer à une AMAP, c'est comprendre que il y a un projet sociétal derrière lié à la micro-agriculture, parce que la plupart des AMAP, alors pas toutes, mais la majorité, soutiennent des petits paysans. Les grands producteurs, souvent, n'ont pas besoin d'AMAP parce qu'ils ont des circuits de distribution différents. Ils ont souvent des plateformes qui récupèrent leurs quantités qui sont phénoménales, rien à voir avec ce qu'on produit nous. Donc, ils n'ont pas forcément le besoin de se recentrer vers le circuit court. Pour tout ce qui est moyenne et petite entreprise, c'est pas du tout la même chose. On est vraiment lié au circuit court et on le demande, on est en recherche. Donc en fait, se rapprocher d'une AMAP, c'est se rapprocher d'un public déjà conquis. Et du coup, quand on produit soutenu par une AMAP, on est entouré de gens convaincus, avertis, qui vont adhérer en fait à un projet de société et qui vont adhérer à des valeurs. Donc adhérer à des valeurs d'AMAP, c'est comprendre et soutenir le monde paysan, c'est être proche de lui financièrement et être proche de lui humainement. C'est-à-dire qu'on préfinance des paniers, mais pas seulement. C'est-à-dire on se sent responsable des aléas climatiques, on se sent responsable du peu ou du beaucoup de production. Enfin, en tout cas, on est proche du paysan. Donc c'est se rapprocher du paysan et éviter les intermédiaires.
Oui, c'est ça. C'est se rendre compte que en fait, ce qu'on va avoir dans le panier, ou en tout cas ce qu'on va manger vendu par le biais de la MAP, aura vécu le moins de kilomètres possible, entre le moment où il a été produit et le moment où il a été récupéré. Et comment ça se passe au début? Toi, tu avais déjà ton terrain, mais si demain, moi, je veux créer mon petit maraîcher, comment ça se passe pour trouver un terrain, pour se faire accompagner? Alors, trouver un terrain, effectivement, ce sera la chose la plus difficile. On est d'accord, à moins qu'on soit dans la Creuse, mais c'est pas forcément là qu'il y a un vivier d'AMAP, parce que beaucoup de gens encore dans ces régions-là font leur potager et n'ont pas nécessairement besoin de ça. Dans les endroits où il y a le plus de demandes, ce sont les endroits où il est le plus difficile de trouver du foncier. Donc dans ces cas-là, il faut essayer de se rapprocher des associations locales. Ici, on peut appeler ça... comment on peut dire alors, on appelle ça souvent en région des ADAR. Ce sont des associations départementales qui aident au développement agricole. Donc ça, ce sont des associations qui peuvent renseigner sur le foncier. Il faut évidemment aller voir les sites de Terre de Liens. Il faut s'adresser à la SAFER. Il faut essayer vraiment d'être au plus près du territoire. Parler aux gens, aller voir les anciens, dire autour de soi qu'on cherche. C'est compliqué, ça peut être très long. Donc je dirais qu'il faut s'armer de patience. Ensuite, si on a un projet derrière et qu'on s'adresse aussi aux collectivités, on peut trouver le soutien de la part des gens qui voudraient, par exemple, je prends le cas de communes qui voudraient installer des maraîchers pour un plan d'alimentation territoriale. Ça pourrait être aussi un soutien. Je pense qu'il faut monter un peu les prémices de son projet, définir les contours et le présenter et ensuite voir si sur ce territoire il y a déjà des AMAP implantés. Donc auquel cas on peut devenir fournisseur de ces AMAP, soit si sur ce territoire en fait ça manque, en créer une. Et toi, au début, quand tu as commencé avec quels légumes? Ça s'est passé comment? Les tout débuts, tu avais ton terrain. Mais on se lance. Oui, alors c'est vrai que le début, quand on s'en souvient avec Arnaud et qu'on se remémore toute cette phase et qu'on regarde les photos, on se dit oulala, mais c'était vraiment... ça nous paraissait 3 fois rien, mais il faut bien commencer. Eh bien, nous, on avait décidé de commencer des paniers d'AMAP en septembre. Donc, il y a toute une inertie. Alors, on s'y est pris à partir du printemps et on a commencé à planter en mai. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une serre qui était quand même bien remplie de fruits d'été, légumes qu'on connaît classiquement, tomates, aubergines, poivrons, concombres, courgettes. Et puis tout un tas de petites verdures de plein champ. Mais c'est vrai que je me souviens, on avait commencé par des choux chinois qui étaient assez peu connus. Et c'était assez étrange parce qu'il fallait aussi qu'on explique aux gens comment les cuisiner. Mais en même temps, c'est là qu'a démarré toute la... connivence qui est restée ensuite, c'est-à-dire que finalement ces légumes ils appellent à la discussion, ils appellent à l'échange et quand on a passer ce cap de se dire bon mais de toute façon maintenant il est produit, faut bien le vendre, il faut se mouiller quoi, faut y aller, faut expliquer aux gens mais moi j'ai fait ça parce que c'est bon, il faut goûter, allez-y, voilà. Donc on a vendu comme ci comme ça à la famille, aux amis, à un magasin de producteurs pendant 1 mois ou 2, le temps qu'en fait les paniers commencent. Et après en septembre je m'étais organisée, j'avais une planification de production. Bien sûr la première année j'ai pas fait autant de choses que j'aurais imaginé, mais on avait quand même une belle panoplie, on avait une 30aine de légumes différents et bon an mal an, on a passé l'hiver et on a été un peu meilleur évidemment l'année suivante. Et là, tu as parlé un peu de tes premiers clients. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Je sais que tu as une liste d'attente, elle est remplie, ton AMAP. Comment ça s'est passé pour avoir ces premiers, on va dire... Mais ça a été en fait une évidence, ça s'est fait tout seul. Il y a eu au niveau de la constitution du bureau de l'AMAP un petit groupe qui était constitué d'amis. Et à un moment donné, moi j'ai dit à mes amis, une fois que administrativement l'AMAP était née, je leur ai dit, ça y est. Je commence à y voir plus clair. Je sais quand est-ce que je pourrais faire des premiers paniers. Si vous voulez, autour de vous, on peut commencer à en parler. Donc chacune, on était 4.
chacune a pris cette info et dans la semaine qui a suivi, on a parlé aux amis, aux collègues qui étaient autour d'elle. Et en fait, en 4 jours, les paniers étaient complets. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie attente et c'est là qu'on s'est dit on arrive à point quoi. On arrive à point nommé et ce noyau dur en fait constitué de la vingtaine de paniers principaux du départ, il est vraiment resté très 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 proche de nous. Parmi le peu de turnover qu'on a, peu de gens de ce noyau de départ sont partis. Et qu'est-ce que tu leur proposes dans tes paniers juste pour avoir un peu un panel de... Tu as commencé avec des choux japonais, choux chinois. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur proposes? Il y a toujours des choux chinois parce qu'ils ont aimé, donc ils y reviennent. En fait, on raisonne vraiment en fonction de nos goûts à nous, personnellement, parce qu'on cuisine beaucoup et qu'on se dit qu'on aimerait trouver, en fait, on aurait aimé trouver avant de les produire nous-mêmes, ces produits-là. Et donc déjà, on fait en fonction de nos propres ressentis, ce qu'on aime, ce qu'on trouve bon. Après, moi, je ne travaille quasiment à 5% près de ma production qu'avec des variétés paysannes. Donc, je recherche aussi ce qui est intéressant au niveau du goût. J'essaie de ne pas faire tout ce qu'il y a ailleurs. Enfin, je le fais bien sûr pour avoir des bases. Bien sûr, je fais des carottes, pommes de terre, poireaux, etc. Mais j'essaie d'emmener vers d'autres découvertes. Et même si je fais par exemple les basiques, je vais essayer d'aller trouver dans ces basiques des variétés qu'on n'a pas ailleurs. Parce que le but, en fait, c'est de retrouver de la biodiversité et retrouver de l'offre comme elle existe finalement, mais qu'on ne voit pas. Donc, c'est ça notre recherche. Et au final, ce que ça fait, c'est 40-45 légumes dans l'année, répartis sur toutes les saisons, avec à chaque fois un panel pour chaque légume de différentes variétés, donc avec différents cycles. Donc, par exemple, le panier de la semaine, donc nous sommes le 12 octobre, 12 novembre. Donc 12 novembre, cette semaine, il y a eu des poireaux, des carottes, des pommes de terre, des courges, salades, mesclun et blettes. Voilà. Mais en ce moment, j'ai évidemment plein d'autres choses au jardin. Il y a aussi des épinards, on a des navets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des choux chinois, bien sûr, toutes sortes de choux. Des choux kale, des choux de Milan. Toutes les courges. Toutes les courges. Alors là, oui, j'ai 25 variétés. Et après, toutes les petites verdures à couper, qu'on ne connaît pas forcément aussi, des mesclun à cuire, des choses qui sont plus dans des épiceries fines ou des magasins privilégiés pour des publics un peu sélectionnés et que moi, j'essaie de mettre aussi à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de ta ferme? Parce que tu as des légumes, mais pas que. Tu as aussi... des animaux qui t'aident. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de ta ferme? C'est vrai que un micro-jardin, une micro-ferme qui sert comme nous une quarantaine de paniers, elle n'est résiliente que si elle a un équilibre complet. Et nous, l'équilibre, on l'a trouvé à travers d'autres centres d'intérêt et aussi d'autres éléments fondamentaux en fait. Donc dans le site, on a évidemment un poulailler parce que c'est extrêmement complémentaire. Mais c'est un petit poulailler, c'est pas vraiment un atelier de production. Il est construit de façon traditionnelle sur pilotis, donc c'est une construction qu'on appelle poulailler landais. Donc un joli bâti, on a une 30aine de poules et elle nous recycle en fait les déchets et nous les restitue sous forme de fiente qu'on récupère après pour un compost. On a aussi une jument qui sert à travailler le sol. Alors on fait pas tout avec elle, on a quand même un tracteur, mais on fait une bonne partie des travaux avec elle, notamment les buttes. On a un petit âne pour accompagner la jument. Et du coup, une petite prairie pour eux, parce que voilà, ils ont besoin d'un espace. Et également, dans ce terrain, on a gardé une partie forestière parce qu'elle contribue beaucoup à l'équilibre, parce qu'elle nous filtre les vents dominants, nous amène des cèpes éventuellement, ce qui n'est pas négligeable. Et surtout, elles amènent un contexte, avec des matières humifères comme les feuilles lorsqu'elles tombent au sol. Et
c'est cet ensemble en fait qui fait que c'est équilibré. Alors on n'arrive pas à être autosuffisant encore au niveau fumier, mais quand même on est autonome sur une bonne partie. Donc on récupère les crottins de la jument et de l'âne, on les composte avec de la paille et les fientes des poules. Et on en fait notre compost qui alimente les cultures. Et ça, c'est vrai que le fait de l'avoir sur place change la donne, quoi. Alors, on en récupère aussi une autre partie pour avoir du fumier de mouton et du fumier de vache, et puis aussi de plus grandes quantités. Mais on essaie quand même de faire un maximum de choses in situ. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une journée type pour toi ? Ça dépend si on est jour de récolte ou jour d'entretien. Mais en gros, déjà, moi, quand j'arrive, j'ouvre ma grange, je regarde si tout va bien, je m'accoutre, je mets mes bottes, je mets ce qu'il faut pour affronter la journée et je vais aux animaux. Ça, c'est mon petit moment. Et puis, c'est nécessaire, ils ont besoin de soins. Donc, je m'occupe de nettoyer les poules, je ramasse les crottins des chevaux, je nourris tout le monde, je donne de l'eau, je vois si tout va bien. Et j'attaque ma journée. Alors si c'est une journée de panier, j'ai récolte. Donc je fais le tour un peu des cultures. Alors, en général, j'ai une petite idée la veille ou l'avant-veille, mais je vais quand même contrôler parce que des fois les légumes feuilles, si on les a pas vus de quelques jours, on peut pas se rendre compte qu'il y a qu'il est nécessaire de les récolter. Donc je fais le tour, je regarde, je me compose mon panier dans ma tête et je me mets à récolter. Ça occupera à peu près toute la matinée. Ensuite, je me mets souvent je fais la pesée pour voir comment seront constituées les parts. Et puis souvent, après, je fais du petit entretien. Je vais dans les différentes zones cultivées et je vois là où c'est nécessaire. Souvent, ça peut être du désherbage ou de la reprise de butte. Ça peut être du nettoyage globalement. Et les jours où j'ai pas récolte, on est plutôt sur de la plantation, des semis. En gros, c'est organiser en fait le contenu de mes productions après. Et le vendredi, samedi aussi, on donne les légumes. Alors, mes jours de livraison en fait, c'est le lundi et c'est le vendredi. Donc ces 2 jours-là, effectivement, ma journée ne s'arrête pas là. À partir de 16h, 16h30, je remonte du coup à ma grange. Je commence à faire le point sur mes légumes. Et ce jour-là, j'ai des volontaires qui se sont désignés sous forme de tableau participatif. Et ils viennent à tour de rôle. Normalement j'en ai 1 ou 2 volontaires et ensemble on répartit les légumes dans les 20 cagettes qui constitueront les 20 parts pour que vers 18h les gens commencent à venir chercher. Donc on a un créneau de distribution qui est d'à peu près 1 heure selon les possibilités des gens. Parfois il m'arrive de le laisser devant la porte si ils ont du retard mais sinon ils sont censés venir le chercher entre 18 et 19. Donc là c'est vraiment le moment de convivialité et d'échange. C'est le moment où moi je suis contente de leur montrer ce qu'ils ont dans le panier. Eux ils sont contents de découvrir ce qu'ils vont manger et on discute, on voit comment s'est passée la semaine. Moi je peux parler aussi si j'ai eu des bonnes surprises ou des mauvaises. C'est notre moment d'échange et c'est le temps où en fait on récolte le fruit du labeur et où on a la finalité de ce qu'on est venu tous chercher, quoi. Et qu'est-ce qui te rend le plus heureux justement au travail ? C'est ce contact où tu finalises en fait ta production ou c'est quelque chose d'autre ? C'est très varié. Il y a vraiment plein de moments. Moi, je suis heureuse quand je suis les mains dans la terre, clairement. Je me sens bien. Mais je suis vraiment heureuse quand je vois qu'ils découvrent le panier. Je suis aussi heureuse en fait d'avoir un groupe humain aussi investi autour de nous. Il est évident qu'en fait, produire des légumes sans cet entourage bienveillant, ça n'a pas du tout la même tonalité. Donc ça, c'est parmi les choses les plus importantes et les plus réjouissantes. Donc ça fait partie des bonheurs principaux. Maintenant, il y en a plein des petits bonheurs. Il y a le moment où le soleil se lève et où on est à l'écoute de la nature. Et effectivement, quand on fait des belles récoltes... Dans ce podcast, on aime aussi donner des conseils à nos auditeurs. Qu'est-ce que tu conseillerais aux citoyens pour soutenir justement les paysans, les agriculteurs ?
Déjà, je conseillerais de vraiment prendre le soin d'essayer de manger local. Bio dans l'idéal, évidemment. Moi, je vais pas... Voilà, c'est difficile pour moi de ne pas soutenir la bio, mais au moins local, au moins se renseigner sur le tissu existant de production alentour. Au moins ça. Après, moi, je dis souvent que les gens qui adhèrent à la MAP... viennent comme ils sont et avec ce qu'ils sont. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'imaginer que si on adhère à une AMAP, on va nous demander énormément de temps et de présence. Le tout, c'est déjà marquer son soutien en adhérant et petit à petit commencer à s'intéresser à la cause. On peut adhérer à une AMAP pour le principe déjà, et ensuite... participer à un premier chantier une fois, puis peut-être une deuxième fois, puis aider à organiser un petit événement. Et puis, voilà, ça c'est dans le cadre de la MAP. Mais de manière générale, s'intéresser aux associations qui portent des projets qui sont liés à l'alimentation locale, qui sont liés à la naissance des petits projets et qui vont dans ce sens-là. Voilà, moi je dirais au moins regarder déjà autour de soi, parce que finalement... je me rends compte que moi j'ai essayé de m'intégrer par exemple dans des projets de plus grande envergure avec la Confédération paysanne, sur des projets nationaux, internationaux, des thèmes qui sont pour l'univers entier, et je me rends compte que je ne me sens pas plus utile dans ces niveaux-là que dans mon petit réseau local. J'ai l'impression que c'est dans mon rayon de 5 km que je suis le plus efficace et le plus utile. Donc moi j'ai envie de dire déjà... parlez à votre voisin et essayez de lui demander où est-ce qu'il prend ses légumes. C'est la première des intentions, finalement. Et le réseau des AMAP, on peut le trouver où ? Alors, il existe des listings nationaux d'AMAP locales, parce qu'en fait, on fait partie d'un réseau. C'est une charte globale. Donc, on trouve ces informations sur Internet. Mais après, il existe aussi plein de fausses AMAP. C'est-à-dire des gens qui produisent en local, qui vendent des paniers, mais qui ne se sont pas constitués en AMAP. Donc c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux peut-être chercher plus les réseaux de producteurs que les réseaux d'AMAP, parce que parfois les paniers ne passent pas par ce biais-là. L'AMAP, ça officialise, mais il y a les mêmes choses non officialisées. Ok. On arrive dans les dernières questions. Oui. Là, c'est vraiment des choses que tu aimerais partager. Quel livre ou ressources conseillerais-tu à nos auditeurs sur un sujet qui te plaît ? Alors, moi je lis beaucoup de romans. Après, avec Arnaud, on a quelques livres de jardin un peu références qu'on aime énormément, qui sont des approches en fait très fondamentales. On aime beaucoup Le Jardin naturel de Jean-Marie Lespinasse. Ça, c'est un livre pour comprendre l'environnement du jardin et de la nature qui est hyper abordable et qui nous donne déjà plein de notions. Mais ça, c'est purement lié à si on veut cultiver des légumes. Mais j'ai juste envie de partager une lecture que j'ai faite très récemment. J'ai lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, et il est question d'avoir son propre jardin. Et je me suis dit, tiens, mais c'est... En fait, finalement, c'est pas un hasard si je tombe sur cette lecture. L'importance, en fait, d'avoir son propre jardin pour se ressourcer soi-même et s'axer soi-même dans des priorités qui sont essentielles, quoi. Comme se nourrir ? Comme se nourrir, comme se reconnecter aux valeurs simples, comme s'émerveiller de choses simples. Et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast ? Pas trop complexe, on m'a déjà dit Nicolas Hulot la semaine dernière. Non, je serais pas là-dedans. Moi, je pense qu'il faut continuer dans ce que vous avez comme trajectoire et plutôt faire parler les gens qui sont sur le terrain. Non, j'aurais pas pensé à une personnalité qui a plus de visibilité. Non, j'aurais dit j'aimerais écouter d'autres producteurs. J'aimerais écouter d'autres producteurs dans d'autres domaines, dans d'autres endroits, voir leur ressenti, voir si ils sont comme nous, quoi, qui sentent que le vent tourne et qu'il y a des choses à dire, quoi. On va essayer de trouver une AMAP sur Paris. Ce serait bien. Et où c'est qu'on peut te retrouver ? Alors,
on peut nous retrouver à Biganos, mais je sais que pas mal de gens aimeraient venir à la ferme, acheter les légumes en direct et tout ça. Tout ça, c'est pas possible pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, parce qu'on vend plutôt par panier. Mais si on veut adhérer à la MAP, déjà, on peut trouver notre site sur le web. C'est amapceurbassin.wix. Donc ça, c'est notre première vitrine. Le site est en refonte, mais il est pas loin d'être opérationnel. Et après, le petit panier bio Jeanne Duprat, ça se trouve aussi sur Internet. On peut toujours nous contacter si on a envie de discuter ou de faire un stage ou de passer un moment. Mais malheureusement, ce sera toujours un peu sur rendez-vous et en préparant la venue, parce que je ne peux pas accueillir de visites spontanées, j'ai pas le temps. C'est trop compliqué, on est trop axé sur la production. En tout cas, sur Biganos, le petit panier bio, ça se trouve facilement. Merci beaucoup, Jeanne. Et avec bon plaisir. courage pour la suite. Oui. Au revoir, Baptiste. Au revoir. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre newsletter, Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.